Alors, le sport, ouais, pas mal de défaites, Stade Lyonnais, BBC, le hockey, les mérites sportifs régionaux, bah ouais, on peut d'ores et déjà voter. Et puis la culture. Bouh ah Tu m'as fait peur. Tu m'as vraiment fait peur. On est content de te revoir, regarde. Il y a pas de boulot aujourd'hui. Bah oui, effectivement, Andrea. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah oui, bonjour. Regarde, je crois que tu as perdu un peu le rythme, donc je te laisse la main comme ça. Ouais. Voilà, et tu nous expliques tout. Hein. Ah bon, je t'explique tout. Bonne émission, Alexandre. Ah bah, merci. Merci, Andrea, pour la patate chaude. Bah oui, effectivement, voilà, du sport, de la culture, vous venez de l'entendre. Et puis, dans l'actualité, bah, on a appris ce week-end que le Caribana était en difficulté après un déficit. Le festival ferait appel à une entreprise pour justement s'occuper de sa gestion. On parle de tout ça aujourd'hui. Et bah, fais voir ta région. C'est parti, bienvenue. Et on commence tout de suite cette émission avec notre page d'actualité. Que se passe-t-il du côté du Caribana? Ce week-end, on apprenait dans le quotidien 24 heures que le festival de Cran-Près-Céligny vivait un moment compliqué, un moment de transition après une période déficitaire qui le pousserait aujourd'hui à confier la gestion du festival à une ou plusieurs entreprises et non plus une association comme c'était le cas jusqu'à présent. Avec nous connecté par visio, Samuel Gallet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Samuel. Vous êtes l'actuel directeur artistique et programmateur du Caribana Festival. Alors, je précise que nous avons proposé à Tony Lerche, toujours directeur du festival, de s'exprimer aujourd'hui, mais il ne souhaite pas prendre la parole dans les médias pour le moment et vous délègue donc cette tâche, Samuel. Alors, dites-nous, parce que beaucoup de festivals ont annoncé leur programme ces temps. C'est souvent la saison, avant les périodes de Noël, juste après aussi. Et puis Caribana, toujours rien. Alors se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Alors Samuel Gallet, qu'est-ce qui se passe du côté de Caribana? Ça va venir aussi chez nous. Ce sera annoncé à la fin du mois de février. Après, comme vous avez pu faire référence à un article dans le 24 heures ce week-end, il y a du changement qui est en train de se mettre en place. Rien de grave ou autre, comme certaines personnes pourraient le penser ou l'imaginer. Mais effectivement, Tony Lerche a annoncé depuis déjà quelques années qu'il souhaitait se mettre en retrait, mettre en place une transition pour la suite de la gestion du festival. Et là, en fait, ces derniers mois, on a mis en place ce que je dirais, ce qu'on pourrait appeler cette dernière phase, qui va être annoncée aussi de manière un peu plus officielle dans le courant de ce mois également. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire cette dernière phase? C'est quoi la transition que vous êtes en train de vivre en termes de gouvernance et de gestion? En fait, Tony va se retirer alors, il s'est déjà retiré de l'opérationnel cette dernière année principalement. Il y a une autre structure qui était en place avec une coordination générale, une équipe de direction de 7 personnes. On a fait une expérience qui n'a pas été satisfaisante par rapport à ce qu'on envisageait pour cette édition 2023 au niveau de la gestion. Et pas uniquement à cause de ça, mais parce que les temps sont durs dans l'organisation d'événements depuis un moment déjà, principalement au niveau de la gestion des frais. Et effectivement, l'année passée, ça a débouché sur un déficit, ce qui n'était pas le cas en 2022 suite à la reprise du Covid, alors que c'était une période d'autant plus compliquée. Et en fait, on est en train de mettre à jour la gouvernance du Caribana Festival. Ouais. Il va y avoir une co-direction qui est en train de se finaliser. Et puis, il y a effectivement des conversations en cours avec une société de Lausanne qui s'appelle Sold Out Production, qui entrerait en tant qu'actionnaire dans une nouvelle société anonyme qui va donc se créer à la fin de ces conversations et cet accord qu'on va trouver avec eux, où Tony Lerche sera un actionnaire minoritaire au même titre que moi-même, avec la société Sold Out Production. C'est ce qui est en train d'être finalisé pour le moment. C'est une question maintenant de jours ou de semaines. De jours ou de semaines avant d'annoncer ça. On va revenir bien sûr là-dessus, sur ce que vous annoncez, Samuel Gallet, avec ces 3 parties justement qui fonderaient une société anonyme, à vous entendre. Mais j'aimerais juste revenir un petit peu sur l'aspect financier, parce que un déficit sur l'année 2023, alors que l'affluence du public était excellente, on a du mal à comprendre quand même. Comment c'est possible ? Effectivement, on a eu des bonnes recettes au niveau billetterie, au niveau des bars, autant en 2022 qu'en 2023.
Après, on avait prévu de faire des investissements en 2023. On a changé toute la structure VIP l'année dernière, qui accueille maintenant un deuxième étage, dans l'idée de pouvoir aussi augmenter les recettes. Ça génère par contre des coûts supplémentaires, mais aussi, je pense que c'est un élément qui doit encore être amélioré au niveau de son exploitation. C'est aussi important de pouvoir vivre avec une telle nouvelle structure une première année, voir comment ça se passe au niveau du flux des gens, de l'accueil des VIP. Et puis là, on a certaines choses à améliorer de ce point de vue-là. Mais tous ces investissements, Samuel Gallet, ces investissements, ils se prévoient à l'avance. Les coûts, on les connaît à l'avance. Donc comment c'est possible que ces coûts n'aient pas été maîtrisés ? Dans certains cas, oui. Et puis dans d'autres, il y a des dépassements, pas forcément liés à ceci. Mais c'est un tout. Il faut se rendre compte que sur un budget aussi important que le nôtre, un dépassement ici, quelque chose qui joue un petit peu moins bien là ou à gauche, à droite, comme ça peut assez vite se cumuler. Et après, c'est pas parce que l'année passée, il y a un déficit que c'est forcément catastrophique, d'une part. Et il faut savoir qu'en ce qui concerne le Caribana, mais je pense que je peux parler pour un bon nombre de festivals en Suisse romande et en Suisse en général, le fait que ce soit un peu un exercice de jonglage pour que ça se passe plus ou moins bien d'une année à l'autre et pas vraiment nouveau. Donc pour nous, on n'est pas dans une situation qu'on appellerait catastrophique. Ouais, mais pour autant, il y a ce problème dans la gestion des coûts. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et puis à qui la faute finalement ? On n'est pas là pour pointer du doigt certaines personnes. On travaille en équipe. On est 7 dans l'équipe de direction du festival, une 40aine dans le comité. Donc voilà, on a à nous de tirer les conséquences de ce qui s'est passé l'année passée. On l'a fait depuis un moment. Certaines choses, on s'est rendu compte avant même que le festival ait débuté que ça n'allait pas tout à fait dans la bonne direction. À un moment donné, c'est pas toujours possible de redresser la barre. Comme quoi, par exemple ? Puis là, c'est ce qu'on a mis en place ces derniers mois pour que ça se passe mieux par la suite. Ouais, comme quoi, par exemple ? Il y a typiquement les secteurs de l'infrastructure où il y a des choses à ajuster, le secteur des F&B, donc tout ce qui est gestion des bars, nourriture, des choses comme ça. L'année passée, on avait aussi certains objectifs au niveau du sponsoring qui n'ont pas tout à fait été atteints, même s'ils étaient plutôt bons. Je dirais que c'est les départements principaux où il y a du travail à faire pour améliorer l'ensemble du fonctionnement du festival. Alors, il y a ces problèmes-là de gestion, de gouvernance, de gestion des coûts. Mais à vous entendre, c'est vrai, on peut se poser la question. Aujourd'hui, il y a une volonté de transition avec la création d'une société anonyme. Tout de suite, dans l'esprit du public, on se dit, bon, Caribana, ça va pas bien du tout. Ils ont besoin de se faire racheter. Est-ce qu'on peut lire la chose comme ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, Caribana est si mal en point que le festival a besoin d'être racheté par une entreprise ? Non, je pense pas que c'est pas la façon dont on l'a vu et la situation qu'on vit en ce moment. C'est plus pour assurer, je dirais, les arrières du festival et le futur. C'est difficile en tant qu'association, et c'est même pas possible légalement de cumuler des éventuels bénéfices ou des ressources financières qui permettent d'avoir une surface financière plus importante pour assurer le fonctionnement d'un tel festival. Et à un moment donné, de fonctionner un peu à la corde, d'année en année, c'est aussi fatigant pour tout le monde. Et là, je dirais que c'est plus pour se donner, pour continuer de solidifier la structure. On l'a fait ces dernières années avec une équipe de direction qui a été renforcée, des personnes qui travaillent sous mandat. Et là, je dirais que c'est l'étape supplémentaire vers un professionnalisme complet pour la gestion du festival. Samuel Gallet, vous êtes vous-même agent d'artiste. Votre entreprise, c'est donc Just Because. Vous étiez déjà arrivé avec votre entreprise au sein du festival pour assurer la programmation. Aujourd'hui, on parle d'une association avec un tourneur, pardon, pas d'une association, mais la création d'une entreprise avec une autre entreprise lausannoise, Sold Out Production, qui fait du booking d'artistes aussi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les agents d'artistes qui viennent finalement à la rescousse d'un festival? Je pense que les deux, autant ma société Just Because que Sold Out Production, sommes aussi principalement organisateurs d'événements, de concerts, entre autres. Et je pense que dans l'organisation actuelle d'un événement comme le Caribana et dans d'autres, il est nécessaire d'avoir des professionnels du spectacle également. Et vu mon implication ces dernières années, depuis que je suis revenu dans l'organisation du Caribana Festival, il y a maintenant presque 3 ans, après y avoir travaillé de 2002 à 2009, je connais très bien le festival. C'est un événement qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai beaucoup travaillé l'automne passé avec Tony pour mettre en place toute cette phase de transition.
aussi évidemment avec le reste de l'équipe de direction, mais on a pris les choses en main, les deux, de manière importante. Et les gens de Sold Out Production sont des gens que je connais depuis longtemps. Et dans l'idée de se renforcer et d'aller vers encore plus de professionnalisme, on s'est dit que c'était une des opportunités qu'on avait qui était la plus intéressante. Ouais. Donc aujourd'hui, on peut se dire finalement, on ne va pas à la rescousse d'un festival, mais vous allez vous-même, quelque part, assurer aussi votre propre business. C'est ça qu'on peut dire? D'une certaine mesure, oui, parce qu'effectivement, le travail que je fais dans le cadre de ma société Just Because pour le Caribana, évidemment, a une part prépondérante de ce qu'on fait à l'année, mais aussi de se dire, voilà, c'est clair qu'il y a une opportunité de ce point de vue-là, et de la faire avec d'autres personnes qui sont professionnelles dans ce milieu-là, pour être vraiment bien entouré, solidifier l'organisation du festival, c'est à nos yeux, ce qui faisait le plus sens, tout à fait. On a l'impression que c'est un modèle qui tend à se développer aussi chez nous, justement, notamment un modèle qui est suivi par le géant américain de production de concerts, Live Nation, qui a investi dans beaucoup de festivals européens, notamment, pas que américains, pour détenir des parts et puis avoir une gestion aussi dans le placement d'artistes dans des festivals. C'est arrivé au Venoge Festival l'année passée, qui était mal en point. La société Grand Chelem est venue justement à sa rescousse. Aujourd'hui, on parle du Caribana. Est-ce que finalement, les festivals de notre région, qui sont pour la plupart, qui ont été fondés avec des associations, aujourd'hui tendent finalement à être gérés par des entreprises et potentiellement aussi des bookers? Je pense que c'est principalement une question de professionnalisme, parce que c'est de plus en plus difficile de gérer des événements de cette taille sur la base du fonctionnement d'une association. Et à partir de là, oui, voilà, il peut y avoir des repreneurs privés, mais qui n'ont peut-être pas les connaissances nécessaires pour mener à bien une telle entreprise. Donc effectivement, ce modèle que vous avez cité à une échelle très importante avec cette société américaine, on est une, mais ça peut être fait de manière beaucoup plus locale, en continuant de tenir compte, être avec des entreprises de la région aussi. Il y a un tissu de bénévoles qui aident à la mise sur pied du festival. Évidemment, c'est quelque chose qui est très important pour le Caribana Festival et qui va continuer également. Donc en fait, le fait qu'il y ait une société anonyme qui va chapeauter l'aspect financier de l'organisation du festival ne veut pas dire que l'association qui la gère avec toute la vie qui est en place avec le comité de direction, le comité en tant que tel et les bénévoles va disparaître. Ça, c'est un modèle qui va rester. Donc ça va vraiment être une collaboration entre les deux structures pour assurer autant l'opérationnel du festival que le futur financier. Samuel Gallet, ça ne m'a pas échappé, ça n'aura peut-être pas échappé à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, le partenariat avec Sold Out Production, vous en avez parlé comme si c'était déjà acté. Vous pouvez le dire aujourd'hui, c'est déjà signé, c'est déjà acté? Non, c'est pas encore signé ni acté, mais ça va se faire dans les semaines à venir. On est vraiment à bout de touche, les discussions avec eux. Les discussions sont à bout touchant. Et l'annonce de la programmation, on l'espère aussi. Samuel Gallet, donc directeur artistique du Caribana, c'est ça? Vous nous donnez rendez-vous quoi? Fin février, début mars? Fin février, c'est notre objectif. On a encore reçu en fin de semaine dernière la confirmation de notre tête d'affiche du jeudi. Donc on a plus de la moitié de la programmation qui est d'ores et déjà confirmée. Et je pense que d'ici à la fin de la semaine, on aura encore des bonnes nouvelles qui nous permettront de prévoir une annonce publique d'ici la fin de ce mois. Ce serait pas ACDC par hasard? On vient de l'apprendre aujourd'hui qu'ils tournaient en Europe. Laissons-les déjà vendre tous les billets qu'ils ont à vendre à Zurich. Puis il y aura une méga surprise du côté du Caribana, mais un petit peu optimiste quand même. D'accord. Bon, on se réjouit de voir les autres surprises. Merci beaucoup, Samuel Gallet. Très bonne journée à vous et puis à bientôt pour suivre donc ces confirmations avec vous. Merci. Avec plaisir. Et de l'actualité, on passe tout de suite au sport avec les résultats sportifs. Voilà, jeux, 7 et match. Voilà, donc mon stylo qui est tombé par terre, qui a fait ce bruit-là, mais on passe tout de suite donc au sport avec tout d'abord, vous voyez les images qu'on vous avait diffusées la semaine passée parlant du tournoi d'échecs de Signy. Oui, on a des nouvelles du cercle d'échecs de Nyon qui donc est pour la 3e fois champion de Suisse d'échecs en groupe, vainqueur samedi donc de Zurich 6-2. Alors mathématiquement, les Nyonnais sont champions suisses, mais il faudra confirmer tout cela le 24 février à Nyon lors de la dernière
journée de championnat. On passe ensuite au basket, match difficile, au football, pardon, très compliqué ce début d'année pour le Stade Nyonnais. Troisième défaite consécutive samedi face à Arao, avec un score qui fait très mal, 5-2. Le coach affirme ne pas perdre foi en son équipe et reste confiant pour la suite du championnat qui se passera notamment ce vendredi à Colombray face à Neuchâtel Xamax. Match difficile aussi pour le bébé Seignon en basket cette fois, qui après avoir battu Montaix la semaine dernière n'a pas réussi à concrétiser ce match retour. Les Nyonnais se sont inclinés 72-90 et même déception du côté féminin avec la première défaite de l'année, 62-59 face à Baden. En hockey, si le Forward Morges a cédé le troisième acte des playoffs à Prilly, le H Seignon, lui aussi, s'est incliné 9-15 face à Mérin. Direction maintenant les playoffs dès mercredi face à Lausanne Royal. Écoutez les commentaires du capitaine d'équipe Kevin, qui est malheureusement blessé pour cette fin de saison. Comment t'as trouvé ces Nyonnais ce soir? Convaincant. J'ai trouvé une équipe qui avait la flamme dans le cœur de jouer, qui se trouvait, qui allait vite, qui faisait des bons choix, mais qui a manqué de lucidité à la fin. Et c'est une chose à corriger pour les playoffs. Royal, on arrive. Voilà, Royal, on arrive donc direction les playoffs pour le H Seignon en 3e ligue de hockey. En chokeball, gros week-end pour les Nyon Lakers entre un match de championnat et 2 de Coupe de Suisse. Le capitaine Nathanael Richely nous résume tout de suite les résultats. Écoutez. On revient sur la journée de championnat disputée hier soir face aux Val-de-Rue Flyers. On s'est incliné après un très bon début de match. On n'a pas su suivre le rythme. On s'est donc incliné face aux secondes Liga actuelles. Aujourd'hui, la Coupe Suisse, les 8e de finale face aux Mérin Panthers. On a gagné 3-7-1. Ensuite, les quarts de finale cet après-midi, on s'est incliné face à Geneva Dragons sur un match très tendu. Une très belle prestation de tout le monde. Voilà donc pour le chokeball. Et puis on termine avec de la motoneige à présent en Suède, où Sam Gillieron a pris part à la Snowcross Super League. Elle nous fait part justement de son expérience. Regardez. Alors salut Union Région Télé, comment ça va? Alors là le cadre est légèrement différent parce que je suis en Suède. Il fait à peu près je crois moins 10, moins 15. Tout se passe bien. Hier j'ai eu ma course. Alors malheureusement j'ai pas été sélectionnée pour la finale parce que le niveau est vraiment énorme. Les pistes sont énormes. Franchement en Suisse on a des petites pistes comme ça. Et en Suède c'est comme ça, donc c'est un autre niveau. Et puis le manque d'entraînement de cette année, ça se paye cash. Pour moi c'était vraiment beaucoup d'expérience que j'ai gagnée. C'est vraiment le paradis de la motoneige et tout. Donc là, on se prépare pour mon coéquipier suisse qui roule ce matin. Et moi, donc, je roule samedi soir. Bonne journée! Voilà, merci beaucoup Sam pour les images donc et puis voilà pour cette expérience de motoneige. Voilà pour les résultats sportifs et puis on passe tout de suite à notre page sportive avec les mérites sportifs. On vous reçoit Hervé Gantner. Venez avec nous. Bonjour Hervé, merci beaucoup d'être avec moi. Hervé, vous êtes donc chef de projet au sein de la région de Nyon. Je parle avec vous des mérites sportifs régionaux puisque la cérémonie se tiendra le jeudi 21 mars au théâtre de Grand-Champ-à-Gland. Il sera retransmis d'ailleurs sur Nyon Région Télévision, partenaire média de l'événement. Et nous en parlons déjà maintenant parce que les nommés ont été annoncés et les votes du public peuvent alors commencer. Alors on va les voir justement à l'écran. Non, pardon. On va tout de suite regarder quelques images. Voilà, Hervé, regardez le teaser donc, de cette cérémonie. On a beaucoup travaillé pour en arriver là. Toute l'énergie que j'ai mis dans mes entraînements, ça a un peu payé. C'est un très grand honneur, je suis très content de ma saison et ça prouve un peu mon travail. Ça a été une surprise pour moi cette nomination. Ça représente pour moi un grand honneur mais surtout beaucoup de visibilité que je peux apporter à mon club et également au sport. Je suis très content d'être ici aujourd'hui et d'avoir la chance peut-être de faire cet honneur à mon club et à ma famille aussi. Donc les mérites sportifs régionaux 2024 et puis on va voir justement à l'image les différents nommés dans les différentes catégories. Il y a bien sûr sportif de l'année, espoir féminin, espoir masculin, équipe de l'année. Hervé, rappelez-nous un petit peu les mérites sportifs. C'est quoi leur but, leur objectif? On entendait là les sportifs dans cet extrait nous dire voilà, de la visibilité, de la reconnaissance, mais quoi d'autre? Oui, c'est ça. Avant tout, c'est de la visibilité et de la reconnaissance. C'est aussi quelque chose qui va souligner tout le travail qu'ils ont fait. Et puis, c'est vrai que des fois, au niveau régional, ils ne sont pas assez mis en lumière. Donc là,
on est très content d'avoir autant de sportifs qui ont des bons résultats. On a des champions du monde, on a beaucoup de champions suisses, que ce soit en individuel ou par équipe. Et donc, ça peut aussi les aider pour les recherches de partenaires financiers, toutes les choses qui peuvent les aider dans le sport, en fait. Ouais. Rappelez-nous justement, ces prix, il y a un aspect, il y a un soutien financier aussi de la région de Nyon, de la ville de Nyon, de la ville de Gland. Comment ça se passe, ces récompenses? Oui, alors en fait, il faut savoir que les mérites sportifs donc, sont organisés conjointement entre la région de Nyon et les municipalités de Nyon et Gland. Et puis, donc, chaque sportif recevra, donc chaque lauréat recevra des prix souvenirs forcément, et aussi une petite somme de 2000 francs. Et puis, donc, ça peut paraître à la fois beaucoup ou très peu selon les sports qu'on a. Je pense, par exemple, si on donne 2000 francs à une équipe, par exemple, de football, ça ne changera pas grand-chose dans leur budget. Mais si on donne 2000 francs à un jeune qui fait un sport un petit peu de niche, ce sera beaucoup d'argent pour lui. Ouais, effectivement. Alors, ces différents nommés, ça montre aussi la diversité des sports dans la région, parce qu'on peut citer, il y a du tennis, du bowling, du tchoukball, du rugby, de l'escrime, de la voile, du jiu-jitsu et même du cerceau aérien. Comment ça se passe, les sélections, en fait? Qui c'est qui sélectionne? Parce qu'aujourd'hui, les nommés, il y en a 3 par catégorie, sont annoncés, mais qui sélectionne ça et puis sur quels critères? Alors en fait, il y a un appel à candidature qui se fait en fin d'année précédente. Donc je me souviens plus des dates précises, mais entre octobre et novembre, les gens pouvaient envoyer leur dossier. Et puis ensuite, c'est le jury justement des mérites sportifs qui choisit 3 nommés parmi tous les candidats qu'on avait. Et puis ensuite, c'est un vote public. Ouais. Mais on les sélectionne sur la base de quoi? Alors les exploits, certes, voilà. Ça c'est déjà quelque chose. Alors, pour ne rien vous cacher, des fois c'était très dur de faire des choix. Il y a des équipes, par exemple, qu'on n'a pas sélectionnées et c'était assez dur de ne pas les sélectionner. Des autres sportifs aussi qu'on n'a pas pu sélectionner, des fois par rapport aux résultats, mais on a aussi eu 1 ou 2 sportifs qui malheureusement n'habitaient pas dans une commune qui fait partie de la région de Nyon. Et un des critères pour pouvoir participer à cette cérémonie, c'est d'être habitant dans la région de Nyon ou dans un club. Voilà. Et puis malheureusement, on a toujours 6 communes qui ne font pas partie de la région de Nyon et ça handicape un petit peu certains sportifs, malheureusement. Ouais. Alors, on a quand même des sportifs qui sont illustrés à l'échelle suisse, certes, mais aussi à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. On pense au tchoukball ou au jiu-jitsu. Ça montre aussi que dans cette région, il y a quand même de sacrés athlètes. Il y a de sacrés athlètes et puis on a quand même de la chance de vivre dans une telle région avec autant de diversité dans les sports, comme vous l'avez dit. Il y a encore des beaux projets, par exemple avec la salle multisport qui est en train de se monter à Colevray. Et donc et puis nous, au sein de la région de Nyon, on va essayer aussi d'aller de l'avant avec les soutiens. Et puis le but, c'est que là, c'est la 5e cérémonie des mérites sportifs régionaux. Et puis on espère à l'avenir avoir un petit peu plus de budget, peut-être éventuellement d'avoir des partenaires financiers pour cette cérémonie, pour pouvoir donner un petit peu plus d'argent aux sportifs. Donc on va essayer d'aller de l'avant dans cette direction pour nous aussi les aider comme on peut. Pour développer encore le sport dans notre région. Alors maintenant, parlons de l'avenir avant le 21 mars. Alors on a jusqu'au 5 mars, justement pour voter. Vous, à la maison qui nous regardez, je crois que c'est mérite.lacote.ch pour pouvoir voter justement à ces mérites sportifs et puis élire les sportifs ou sportifs que l'on préfère. Alors, il y a le vote du public, c'est une chose, mais c'est pas que le public qui décide, il y a le jury aussi. Oui, il y a aussi une pondération du jury, mais en général, ça change entre guillemets pas grand-chose parce que l'avis est vraiment suivi du vote du public. Donc le jury qui est composé de personnes de la région de Nyon, des villes de Nyon, de Gland et des associations sportives aussi de Nyon et de Gland, et aussi d'un journaliste du Journal de la Côte. Donc après, on va se réunir le 6 mars pour vraiment élire les lauréats. Oui. Mais en général, on a... Vous suivez un peu ce que dit le public, c'est ça? Oui, on suit ce que dit le public pour 2 raisons. C'est parce que ce serait vraiment décevant de changer un résultat complètement. Oui. Après, on peut peut-être rééquilibrer des fois des choses, mais si on a des milliers de personnes qui vont voter pour quelqu'un, c'est pas à nous de changer le résultat à la fin. Il y a des favoris déjà ou pas? Oui, alors il y a des favoris. Après, c'est toujours subjectif. Et voilà, j'allais vous dire de révéler le secret. Mais... En tout cas, moi, je pense que pour l'équipe de l'année, ça va être
difficile de battre le Stade Lyonnais pour la simple et bonne raison que le football, c'est quand même le sport le plus populaire dans la région et que forcément, vu que c'est une grosse cylindrée, il risque d'avoir beaucoup de votes pour eux, sans rien enlever aux autres sports à côté. Mais c'est vrai que là, c'est quand même une cylindrée un petit peu supérieure aux autres. Bon, on ouvre les paris alors. On verra bien le 21 mars. Voilà, Hervé Gantner, merci beaucoup d'avoir été avec nous, donc chef de projet, ces mérites sportifs au sein de la région d'Oignon. Et puis vous, à la maison, justement, n'oubliez pas, vous pouvez voter jusqu'au 5 mars sur mérite.lacote.ch. Et puis rendez-vous le 21 mars, donc pour cette cérémonie. Hervé Gantner, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, et très bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. Et puis tout de suite, on va passer à la culture. Martin Jaspard, Dylan Ferreux, vous êtes tous les deux commetteurs en scène de cette pièce Illusion qui va se jouer donc du côté de Rolle. Votre collectif, c'est le collectif Berserk. Alors, le théâtre de Grandchamp, le Casino Théâtre de Rolle et l'usine à gaz embarquent le public pour un road trip culturel. Au cours d'une journée itinérante, les spectateurs profitent de 3 spectacles dans des lieux différents, notamment le vôtre, justement. Alors déjà, c'est ce concept un peu de journée marathon avec plusieurs spectacles qui auront lieu, c'est le week-end du 22 au 25 février du côté de Rolle. Comment ça se passe un peu ? Alors dans l'organisation de ces journées marathon, je crois savoir que les spectateurs sont invités à découvrir et au Casino Théâtre de Rolle et au Théâtre Grandchamp et à l'usine à gaz d'Oignon, sont invités à un circuit au cours duquel, dans chaque théâtre, ils vont découvrir une proposition de spectacle, notamment. Ouais. Mais c'est bien ça pour justement des metteurs en scène comme vous Tout ce qui participe à décloisonner les théâtres de leur précaré et qui permet au public de découvrir ce que font les voisins. Ouais. Parce qu'on a tous des habitudes d'aller dans ce théâtre-là et peut-être moins découvrir celui qui est 5 km à côté. Ouais. Je pense que toute cette porosité entre les lieux est forcément bienvenue. Pour nous, de toucher aussi un public qui dépasse celui de Rolle, pour notre cas à nous. Et qui peut être un petit peu partout dans la région. Alors parlons à présent de cette pièce Illusion qui raconte les péripéties amoureuses de 2 couples mariés depuis plus de 50 ans. Comment vous vous êtes inspiré, Martin, pour créer cette pièce ? Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Donc c'est l'histoire de 2 couples mariés depuis, comme vous l'avez dit, plus de 50 ans et qui ont toujours vécu dans une forme de bienveillance et de complicité commune et réciproque. Et à la fin de leur vie, tour à tour, menacés par la mort, ils vont être poussés à des aveux qui vont bouleverser leur relation. Et de révélation en révélation, on va redécouvrir leur histoire commune. Et avec son lot de désirs cachés, d'amour impossible et de réalités parallèles. Donc voilà. Pourquoi vous avez eu envie de vous intéresser à l'amour qui dure ? Parce que c'est un sujet qui, a priori, peut toucher tout le monde, un sujet assez universel. Et puis, c'est la façon dont l'auteur l'aborde qui est très originale. C'est-à-dire qu'il place vraiment ces personnages au carrefour entre de l'amour et de la mort. Il les place directement dès la première page de la pièce, c'est-à-dire dès la première minute du spectacle. On est déjà à cet endroit, à cet enjeu-là. Donc, il s'est débarrassé un peu de tout ce qui peut amener les personnages et le scénario à cet endroit-là de jeu. Et donc, on est plongé dès le début dans une très haute intensité de jeu. Et à la fois, on a un comique très vaudevillesque de tromperie entre un quatuor amoureux, et en même temps, il y a une grande profondeur et une grande introspection chez ces personnages et dans cette écriture de Viry Paef, l'auteur. Dylan, on voit justement sur ces photos, ces couples, vous communiquez autour de la pièce avec ces photos-là, au bord du lac, avec des couples, justement. Pourquoi ? C'est qui déjà ces gens ? Et puis pourquoi Alors, au risque de vous surprendre, une partie des gens que vous voyez sur les photos sont des passants. Parce que le jour où on a fait le photo-shooting, malheureusement, tous les acteurs ne pouvaient pas être présents. Donc, on vous a dit, on va prendre des gens comme ça là, en l'occurrence, Geneviève Pasquier, Naomi, mais ce couple-là s'est vraiment prêté à l'exercice de ce shooting photo. Ouais. Et parce que, comme la pièce retrace les parcours de vie de personnages qui parfois ont des âges très avancés, on a été assez touchés de voir que des gens se prêtaient volontiers à... Qu'est-ce qui permet au couple de durer alors ? Oui, la grande question que vous vous êtes posée, je vous la pose. En fait, on s'est
s'est pas vraiment posé cette question-là. Non, c'est pas vraiment si vous avez la réponse, je la veux bien, surtout en ce moment. La question de la pièce qui taraude les personnages, c'est plutôt qu'est-ce qui fait qu'un amour est véritable ? Qu'est-ce qui lui donne une consistance presque chimiquement pure ? Et ils partent du présupposé qu'un amour véritable est un amour réciproque. Et c'est autour de cette mécanique de la réciprocité que les tromperies se jouent et s'accordent et se désaccordent et se conjuguent, quoi. Est-ce que ça questionne aussi la notion de couple, de vivre à deux ? Qu'est-ce que c'est de vivre à deux ? Qu'est-ce que c'est de s'aimer, de partager la vie ? Mais c'est ce qui fait en partie le sel spirituel et le sel comique de cette pièce. Et je pense sa capacité à parler à un grand nombre de spectateurs, parce que vraiment, on est sur des bilans de vie traversés à deux, avec ce que ça implique de moments heureux et de moments plus troublants. Et de ce trouble naît des grands moments de comédie qu'on retrouve dans le spectacle. Donc dans Illusion, il y a forcément de l'émotion, de l'amour, et puis de la comédie à vous entendre, mais de la musique aussi, avec du violon, et on le voit à l'image, du violon, du violoncelle. Pourquoi avoir choisi ces instruments pour habiller votre pièce ? Parce que c'est une pièce qui est très spirituelle, qui a cette grande qualité d'être à la fois drôle, profonde et spirituelle, et que on le sait, la musique permet de donner un écho aux émotions et que dans le cas de cette pièce, la musique servait très bien à prolonger peut-être la sève spirituelle qui est très forte dans ce texte-là. Et avec Martin, on a de plus en plus de plaisir à mêler une forme de pluridisciplinarité au théâtre. On l'a fait avec l'exercice du masque dans des spectacles précédents. Et là, c'est vrai qu'on était très heureux de pouvoir mêler théâtre et musique live. Et c'est vrai que ce spectacle prend de plus en plus l'aspect d'un concert d'émotions pendant lequel dialoguent des interprètes, des comédiens et des musiciens. Bon, on approche de la Saint-Valentin. Vous faites quoi pour la Saint-Valentin, Martin ? Je répète, je travaille. Bon, vous n'êtes pas avec votre moitié ? Non, si. Mais... Ah, voilà. Sa moitié artistique. La moitié artistique. Non, mais on va parler de l'amour toute la journée, donc je ne sais pas si le soir, j'aurais forcément envie de... Ça fait sens, la Saint-Valentin, ou pas ? Nous, c'est avant tout une fête commerciale. Pour moi, non, pas du tout. Je la fête même plus dans mon propre couple. Mais ça doit faire sens pour certains, je suppose. Bon, ce qui fait peut-être sens, c'est d'aller au théâtre, justement, peut-être en couple, voir Illusion, donc votre pièce du collectif Berserk, donc à voir du 22 au 25 février au Casino Théâtre de Rolle. Merci à tous les deux, Dylan et Martin. Merci d'avoir été avec nous. Plein succès à votre pièce et merci à vous qui êtes chez vous d'avoir regardé cette émission. Demain, c'est FC Politique et puis mercredi, on se retrouve avec Andrea dans Fais voir ta région. Belle soirée sur NRTV.